Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette sixième jury visio qui va porter sur le thème, comme vous avez dû le voir, de la décharge de fonction. Heureux de vous retrouver aujourd'hui, Morgan Delso, conseiller juridique statutaire. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce Jury Visio. Donc, Émilie Chapeau, conseillère juridique statutaire. Et bonjour à toutes et à tous, Émilie Bulto, chef du service conseil juridique. On est ravis de vous retrouver pour ce nouveau webinaire Jurivisio qui porte sur le thème de la décharge de fonction sur emploi fonctionnel. Le choix du thème semblait assez évident compte tenu de l'actualité avec les élections municipales qui auront lieu dans les prochaines semaines. On va être ensemble pendant environ 1h30. Comme habituellement, vous avez la possibilité de poser vos questions dans le petit outil qui s'appelle Clavardage. C'est un chat. Il est accessible en bas à droite de votre écran. Soit ça s'appelle Clavardage, soit c'est une petite bulle de BD. Donc n'hésitez pas à poser vos questions tout du long de la présentation. On consacre des temps, pour y répondre à la fin de chaque partie. On essaiera dans la mesure du possible de répondre à l'intégralité des questions. Mais dans tous les cas, s'il y a des questions pour lesquelles on n'est pas en mesure de vous répondre faute de temps, on fera une, foire aux questions qui sera disponible sur notre site internet. Vous retrouverez d'ailleurs également sur notre site internet, dans un dossier RH qui va être créé, sur la décharge de fonction, le support du webinaire, le replay, ainsi qu'une fiche statut, des modèles d'actes et donc la fameuse foire en question. Le webinaire est enregistré et le support va vous être envoyé également par mail, en principe à la fin de cette session. Et comme d'habitude, si nous avons le temps, à la fin de ce webinaire, on vous proposera un petit quiz pour tester vos connaissances. Je vous propose donc sans plus tarder de démarrer la présentation de ce webinaire qui va se dérouler en 3 parties. La première partie, on va voir ensemble les principes généraux de la décharge, en commençant par faire un petit point récapitulatif des différents cas de fonction sur l'emploi fonctionnel. On verra quels sont les motifs qui peuvent être invoqués pour décharger de fonction un fonctionnaire, la procédure à suivre, que vous verrez ensuite avec Morgan, et enfin les conséquences de la décharge, que vous verrez avec Émilie. Je vous propose tout de suite de démarrer avec l'introduction, à commencer par une définition de la décharge de fonction. La décharge de fonction, c'est une procédure qui permet à l'autorité territoriale de mettre fin au détachement du fonctionnaire sur son emploi fonctionnel de direction. On parle de décharge de fonction qu'il s'agisse d'une fin anticipée du détachement ou d'une fin à son terme, c'est-à-dire un non-renouvellement du détachement. Pas de référence juridique, à commencer par le Code général de la fonction publique, les articles L 544-1 à L 544-7, et les deux décrets donc le 87-1101 et le 90-128, qui sont les deux décrets sur les emplois de direction, le premier de 87 sur les emplois administratifs et le deuxième sur les emplois techniques de direction. Pour commencer à aller un petit peu plus loin sur le sujet, on va voir quels sont les agents qui peuvent être concernés par la procédure de la décharge de fonction. Pour être déchargé de fonction, il faut être fonctionnaire titulaire et être détaché sur un emploi fonctionnel, soit dans sa propre collectivité, soit être détaché dans une autre collectivité. Peut-être refaire un point de base dès le départ. Qu'est-ce qu'on entend par emploi fonctionnel? Un emploi fonctionnel, c'est un emploi de direction. Il peut être aussi bien administratif que technique. De par sa nature, il est régi par des dispositions législatives et réglementaires spécifiques. L'article L 412-6 du Code général de la fonction publique fixe une liste limitative des emplois fonctionnels que peuvent créer les collectivités et établissements publics. Et donc justement, quels sont ces emplois qui sont susceptibles d'être concernés par la décharge de fonction? Donc ce sont les emplois fonctionnels suivants: DGS, donc directeur général des services techniques; DGA, directeur général adjoint des régions, des départements, des communes de plus de 2000 habitants, des établissements publics de coopération intercommunale de plus de 10 000 habitants, également les directeurs des services techniques des communes de plus de 10 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale de plus de 10 000 habitants.
Également, peuvent être concernés, par la décharge de fonction parce qu'ils occupent un emploi fonctionnel, les DG et DGA d'un établissement public figurant à l'article 1er du décret 88 qui est, cité sur la diapositive. C'est par exemple le cas, des DG et DGA, des CCAS et CIAS. Maintenant, on va voir au contraire quels sont les agents qui ne peuvent pas, bénéficier d'une décharge de fonction. À commencer par les fonctionnaires qui occupent des fonctions de direction, mais qui ne sont pas détachés sur un emploi fonctionnel. C'est par exemple le cas des secrétaires généraux de mairie. Ensuite, deuxième cas de figure, ce sont les agents contractuels qui sont recrutés sur un emploi fonctionnel, mais ce sont les recrutements dits directs sur contrat, donc ça concerne les grosses structures. Donc concrètement, c'est départements, régions, communes et EPCI de plus de 40 000 habitants et certains établissements publics. Donc ces contractuels-là qui sont sur un recrutement direct emploi fonctionnel, on ne peut pas leur appliquer la décharge. De la même manière, vous avez peut-être le cas dans les collectivités, des agents contractuels qui auraient été recrutés sur emploi fonctionnel sur un CDD pour vacances temporaires d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. C'est les contrats d'un an, renouvelables un an, sur le fondement de l'article 332-14. Si vous avez quelqu'un qui occupe un emploi fonctionnel sur ce type de contrat, on ne peut pas lui faire de décharge de fonction. Pour l'ensemble de ces agents-là, s'il s'agit de mettre fin par anticipation au recrutement, on va appliquer la procédure de licenciement qui va varier selon s'il s'agit d'un fonctionnaire ou d'un agent contractuel. On va voir ensuite les principes généraux. Donc à commencer, comme je vous le disais, par un petit schéma récapitulatif des différents cas de fonction sur l'emploi fonctionnel. Deux hypothèses. La première, on est sur une fin anticipée du détachement, c'est-à-dire avant son terme. Là, deux options. Soit la fin anticipée est à l'initiative de l'autorité territoriale. Dans ce cas, la procédure à suivre, c'est celle de la décharge de fonction qu'on va voir ensemble. Deuxième hypothèse, c'est le fonctionnaire cette fois-ci qui souhaite mettre un terme par anticipation à son détachement. Dans ce cas, on applique les règles de droit commun du détachement. Autre cas de figure, cette fois-ci, on est dans l'hypothèse d'un non-renouvellement du détachement. On va jusqu'à son terme, mais on ne souhaite pas le renouveler. Là, si le non-renouvellement est à l'origine de l'autorité territoriale, on applique la décharge de fonction si l'agent demande à en bénéficier, sinon on applique les règles de droit commun de fin de détachement. Si le non-renouvellement est demandé par le fonctionnaire, dans ce cas, on applique les règles de droit commun du détachement. Point important, quels sont les motifs qui peuvent charge de fonction sur un emploi fonctionnel. C'est une construction jurisprudentielle. Les textes ne prévoient pas les motifs susceptibles d'être invoqués. C'est le juge administratif qui nous apporte des précisions. Dans tous les cas, il faut avoir à l'esprit que le motif doit être tiré de l'intérêt du service. Qu'est-ce que concrètement ça veut dire? Il y a deux grands motifs qui relèvent de l'intérêt du service qui sont susceptibles de pouvoir motiver une décharge de fonction. Le premier, c'est l'indisponibilité pour raison de santé du fonctionnaire. Alors ça peut surprendre, mais vous allez voir que le cas d'espèce était bien spécifique. Concrètement, on considère que l'état de santé de l'agent n'est plus compatible avec l'exercice normal de ses fonctions et que son absence prolongée entraîne des difficultés pour les services de la commune. Là, pour le cas d'espèce qui était soumis à la Cour administrative d'appel de Bordeaux, c'était un agent qui était en congé de longue maladie depuis 18 mois au moment de la décharge. Donc on peut comprendre les difficultés rencontrées dans le fonctionnement des services. Donc ça veut dire que, attention, il va y avoir une appréciation qui va être faite par le juge, donc il va falloir être vigilant et ne pas invoquer la décharge de fonction dès lors qu'il y a un arrêt de travail de courte durée. Parce qu'il faut derrière pouvoir démontrer l'impact de l'absence sur le fonctionnement normal des services. Le deuxième motif, le plus courant quand on parle de décharge de fonction, c'est celui de la perte de confiance qui a été posé par le Conseil d'État en 2004. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eu égard à l'importance de son rôle et à la nature particulière de ses responsabilités,
considère que le fonctionnaire se trouve placé dans une situation qui ne lui permet plus de disposer de la part de l'autorité territoriale de la confiance qui est nécessaire au bon accomplissement de ses missions. Je vous propose ici quelques exemples qui illustrent le motif de la perte de confiance qui relève de jurisprudence. Par exemple, des divergences d'appréciation de la notion d'intérêt général, carence managériale et relationnelle, comportement brutal et autoritaire, des relations conflictuelles avec l'exécutif local, absentéisme du fonctionnaire qui occupe l'emploi fonctionnel, absence de conseil technique, difficulté de management, absence d'une véritable coordination des services. Encore, négligence, absence répétée et injustifiée, retard dans le suivi de projet, inexécution de certaines attributions. À l'inverse, on vous a mis deux exemples de jurisprudence dans lesquels le juge administratif a écarté la décharge de fonction pour perte de confiance. Il considère que le motif n'est pas rempli. Le premier cas, c'est celui du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. En l'occurrence, un fonctionnaire avait été déchargé de son emploi fonctionnel alors que 2 mois avant d'être déchargé, il avait bénéficié du renouvellement de son détachement sur l'emploi fonctionnel et en plus, on lui avait fait bénéficier d'un avancement de grade. Donc là, le juge administratif a relevé une incohérence entre les 2, entre la décharge et le renouvellement et l'avancement de grade. La deuxième jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Paris, c'est un changement d'exécutif, donc suite à des élections. Mais ce nouvel exécutif local n'a pas été en mesure d'établir la perte de confiance vis-à-vis du fonctionnaire occupant l'emploi fonctionnel, alors qu'au contraire, le directeur général, en l'occurrence, s'était dit prêt à conduire la nouvelle politique en place. Donc justement, vous allez me dire, comment on peut justifier une décharge de fonction qui interviendrait seulement quelques mois après l'arrivée du nouvel exécutif? Effectivement, ces décisions, il faut être particulièrement vigilant car elles sont les plus compliquées à justifier. Sous réserve d'interprétation du juge, éventuellement, si on est dans cette situation-là, c'est la suivante, c'est-à-dire que le nouvel exécutif local qui viendrait d'être élu suite aux élections du mois de mars, bah, avant d'être élu, maire ou président, il était auparavant dans l'opposition au sein de la collectivité et dans ce cas-là, s'il y a lieu, il pourrait invoquer un historique relationnel avec l'agent. Si par exemple, alors qu'il était dans l'opposition, qui sollicitait, des demandes d'informations de la part, du ou de la DGS, mais qu'il n'obtenait jamais de réponse à ces demandes, ou s'il est en mesure de prouver des agissements inadaptés de la part du fonctionnaire. Sous réserve d'interprétation du juge. On n'a pas de jurisprudence pour étayer que ça. Autre levier possible que vous allez voir avec Morgan dans la procédure, c'est le protocole, qui peut être mis en place afin de négocier le départ, du fonctionnaire qui occupe l'emploi fonctionnel. J'en ai fini avec cette première partie sur les principes généraux et les motifs de la décharge. Est-ce qu'il y a des questions? Eh bien, pas pour le moment. On va peut-être attendre quelques secondes si jamais les personnes veulent en poser, mais pour le moment, pas de questions. OK. Bah, écoute, sinon ce que je te propose, c'est qu'on va poursuivre avec la procédure et si jamais il y a des questions qui arrivent après coup, si on a le temps, on on prendra le temps d'y répondre, mais j'ai l'impression pour l'instant, il y a pas de questions, effectivement. Très bien, Je te passe la main, Morgan. merci. Et nous passons donc effectivement à une partie sur la procédure qu'il va falloir suivre, avec les différentes étapes qui doivent être suivies, selon les cas de figure rencontrés, par l'autorité territoriale qui souhaite mettre justement en œuvre une décharge de fonction. Et pour commencer, on va s'intéresser à la date, de la décision, puisqu'il y a des obligations qui sont prévues en la matière. En l'occurrence, c'est le CGFP qui prévoit que la décision de fin de fonction ne peut intervenir avant un délai de 6 mois après la nomination de l'agent dans l'emploi fonctionnel ou suite à la désignation de l'autorité territoriale. Donc ce sont les 2 hypothèses possibles qui sont listées, par le CGFP.
et avec, dans ce deuxième cas de figure, une précision selon laquelle ça s'applique également, concernant donc la désignation de l'autorité territoriale et l'application du délai de 6 mois, eh bien, en cas de réélection. Heu, que ça a été précisé en l'occurrence par un arrêt du Conseil d'État de 2006. Donc si nous prenons comme exemple les prochaines échéances qui sont les élections municipales, eh bien, en cas d'élection ou de réélection de l'autorité territoriale, qui aurait lieu et dans notre exemple, nous sommes partis de cette date-là, qui aurait lieu le 28 mars 2026, eh bien, nous aurons un délai, qui expirerait le 28 septembre 2026 et donc pendant toute cette période, il ne serait pas possible de mettre en œuvre une décharge de fonction. Ensuite, il peut arriver que le détachement accordé, qui irait donc jusqu'à, à son terme normal, prenne fin de manière concomitante avec la date d'élection ou de réélection. Eh bien, si la décharge de fonction est mise en œuvre, avant l'élection, il n'y aura a priori pas d'incidence. Mais en revanche, si l'élection a lieu juste avant la fin du détachement, et donc que le détachement, doit être prorogé, avant la fin avant le afin de respecter le délai de 6 mois, pardon. Et là, c'est prévu par le décret 87 101 qui a été cité précédemment, par Émilie. Nous vous avons donc mis un exemple illustratif de cette, obligation à respecter avec, comme dans la ce que j'ai évoqué précédemment pour une élection ou une réélection qui aurait lieu le 28 mars 2026, eh bien, un délai de 6 mois qui expirerait le 28 septembre 2026. Eh bien donc, dans cette hypothèse, pour un terme du détachement qu'on a choisi ici, qui aurait lieu un 30 avril, 2026, eh bien, il y aurait lieu de tenir compte d'une prorogation qui irait jusqu'au 28 septembre 2026. Et j'insiste bien sur le fait, en tout cas, que cette, prorogation est bien obligatoire et s'applique, et doit bien s'appliquer de droit. J'insiste ensuite sur le fait que le respect de ce délai de 6 mois, est un délai qui doit être bien respecté, dans tous les cas de figure ou dans les cas de figure concernés et évoqués précédemment. Sinon, eh bien, cela risque de rendre la procédure illégale. Cependant, là, on a une petite atténuation qui a été prévue par la jurisprudence. Eh bien, il est possible que l'autorité territoriale puisse envisager la procédure de décharge de fonction avant l'échéance des 6 mois, et ce donc par anticipation. Et là-dessus, il y a bien à faire attention et à faire une distinction. Il s'agit de l'envisager, mais pas de commencer à la mettre en œuvre et pas d'entamer la procédure. Et le Conseil d'État ayant bien pu préciser sur ce point, heu, que ça doit être bien une anticipation de la procédure et pas un début, avec, la possibilité en l'occurrence de rechercher un potentiel successeur, pour la suite. Et de plus, le CGFP prévoit que pendant ce délai de 6 mois, eh bien, l'autorité territoriale doit permettre à l'agent de rechercher une nouvelle affectation en mobilisant ses propres moyens. Bon, sur ce point, on n'a pas réellement de précision sur qu'est-ce qu'on doit considérer. Il n'y a pas vraiment de précision jurisprudentielle ou d'autres éléments, mais ça peut notamment passer par la mise en œuvre d'un protocole que j'évoquerai par la suite. La Ensuite, la première étape de la procédure concrète, qui va devoir être réalisée est la tenue d'un entretien préalable qui est prévu par les textes. C'est ici l'article L 544-1 pardon, du CGFP. Cette obligation de réaliser un entretien est donc bien prévue par les textes, mais il est à noter que, et bien, pour autant, concernant la forme, de l'entretien et les délais à respecter pour convoquer l'agent, on n'a pas d'éléments, de précision. Cela a été confirmé par la jurisprudence qui a néanmoins pu préciser quelques points concernant cet entretien, notamment concernant le fait que la décharge est une mesure prise en considération de la personne, ce qui fait qu'il ne doit pas y avoir d'ambiguïté sur la nature de l'entretien. L'agent doit bien être à même de comprendre que c'est une décharge de fonction qui est envisagée. Et le fait qu'il n'ait pas d'ambiguïté, pardon, sur, la nature de cet entretien, doit également s'accompagner d'une information de l'agent de ses droits, avec notamment le fait de pouvoir prendre connaissance de son dossier. Donc il est nécessaire de prévoir cela dans le courrier de convocation et il est donc également nécessaire de prévoir un délai pendant lequel, eh bien, l'agent pourra consulter son dossier. Là-dessus, on n'a pas vraiment d'éléments de précision, mais à titre d'exemple, ici, on a indiqué sur la diapositive que ça pouvait être, ben, par exemple, un délai de 10 ou 15 jours. Et par ailleurs, élément aussi important à prendre en compte, eh bien, il y a lieu d'informer l'agent via la convocation qu'il a le droit de se faire assister lors de cet entretien,
et qu'il a le droit de présenter des observations. Il a également été précisé par la jurisprudence que la convocation doit bien préciser, l'objet de l'entretien, comme, je viens de l'évoquer, mais, pour autant, il n'y a pas d'obligation de préciser les motifs, de la décharge. Donc concrètement, il n'y a pas lieu de rentrer dans ce courrier, dans les détails, qui motivent la décharge et donc d'énoncer les motifs, qui seraient envisagés par la suite. Par ailleurs, afin de s'assurer de la bonne notification de la convocation à l'agent, nous vous conseillons, bon c'est p pas prévu par les textes, mais nous vous conseillons de lui adresser une lettre recommandée accusé de réception, pour s'assurer de la bonne notification encore une fois, ou, éventuellement de procéder à une remise en main propre contre signature. Mais, dès lors que vous procédez, à un envoi avec, lettre recommandée accusé de réception, eh bien, il convient de prendre en compte les délais postaux qui s'appliquent avec, donc le délai de 15 jours calendaires et donc si on prend en compte en plus de cela, le fait qu'il y a un délai de consultation du dossier qui est à prévoir, ça fait un certain nombre de jours, qui doivent être pris en compte pour la fixation de la date de l'entretien. Donc il faut être assez vigilant là-dessus, pour que les droits de l'agent soient bien respectés et que la notification soit bien réalisée. Toujours, concernant le déroulé de l'entretien, eh bien, il doit bien être mené par l'autorité territoriale et ça a été précisé par la jurisprudence, en l'occurrence, on en a plusieurs ici, dont un arrêt du Conseil d'État, et il ne peut pas être mené par un agent des services. On pourrait penser, par exemple, à un responsable des ressources humaines ou un autre agent, mais c'est bien l'autorité territoriale qui doit, le réaliser, c'est-à-dire le maire ou le président ou la présidente de l'établissement concerné. L'agent, j'avais commencé à l'évoquer, l'agent et l'autorité territoriale également peuvent, tous les 2 se faire, assister et sur ce point, par ailleurs, toujours concernant l'entretien, nous conseillons de rédiger un compte rendu d'entretien, pour pouvoir formaliser justement le contenu des échanges qui auront lieu. Et alors, il serait il y aurait lieu de le transmettre, à l'agent et de le signer, que les 2 parties puissent le signer. Et dans l'hypothèse où un agent serait en congé de maladie, dernier élément, sur ce point, concernant l'entretien, eh bien, la jurisprudence a précisé, et là c'est la CAA qui est précisée sur la cour administrative d'appel qui est précisée sur la diapositive, eh bien, il faut que l'agent puisse, en cas de congé de maladie, pouvoir démontrer qu'il était dans l'impossibilité de se rendre à cet entretien ou qu'il sollicite un report, pour qu'il puisse y avoir un report. Sinon, eh bien il n'y a pas d'obligation a priori de reporter cet entretien. Nous continuons sur la procédure qui doit bien être respectée par, l'autorité territoriale, avec une obligation d'information qui doit être réalisée auprès de l'agent. Justement, nous allons y venir. Cette obligation d'information doit se faire, et c'est prévu par le CGFP, auprès d'une part de l'assemblée délibérante et d'autre part, dans un second temps, auprès soit du centre de gestion, soit du CNFPT si l'agent, est concerné, donc ça va concerner des éléments fonctionnaires de grade A+. Concernant l'information de l'assemblée délibérante dans un premier temps, eh bien, il n'y a pas de délai réglementaire, fixé entre l'entretien qui doit être réalisé préalablement et l'information de l'assemblée. Une discussion devant l'assemblée n'est pas nécessaire et il n'y a pas non plus de prendre une délibération. Ça a été précisé par la jurisprudence. En revanche, une absence d'information préalable de l'assemblée délibérante est bien un vice de procédure qui, pourrait entraîner l'annulation de l'arrêté et des actes qui seraient pris par la suite. Ensuite, concernant l'information du centre de gestion ou du CNFPT, eh bien, il est à noter que, celle-ci n'est pas obligatoirement, réalisée avant, la mise en œuvre de la procédure. Là-dessus, on a des éléments de jurisprudentiels qui nous l'ont précisé. Et le fait du coup qu'une information tardive, se fasse, auprès du CNFPT ou du centre de gestion, eh bien, ne vient pas vicier la procédure. Notamment si l'information tardive était réalisée après la prise de l'arrêté par, l'autorité territoriale et donc la mise en œuvre de la décharge. Enfin, dernier point, il est à noter qu'il n'y a pas de consultation préalable de la CAP, prévue, pour cette procédure et ça a été précisé par le juge administratif une fois de plus.
Nous passons maintenant à la prise de la décision et à sa motivation, maintenant que nous avons vu les obligations d'information à respecter et il convient donc de voir quelles sont les modalités concernant la prise de décision. Il est fixé par le code général de la fonction publique que la fin de fonction doit prendre effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante que j'ai évoquée précédemment. Donc c'est un délai qui est un petit peu particulier. Ça n'est pas réellement un délai de 3 mois, mais bien, cette notion de premier jour du troisième mois, qu'il faut bien prendre en compte. Nous avons mis une petite illustration qui peut-être sera plus parlante pour vous, avec 2 exemples. Premier exemple, une information de l'assemblée délibérante qui aurait lieu le 20 février 2027, hem, avec justement la mise en œuvre d'une décharge de fonction. Et bien, à ce moment-là, la décharge de fonction, la fin de fonction serait effective et actée le 1er mai 2027. Et dans notre deuxième exemple, nous avons une date différente d'information de l'assemblée délibérante qui aurait lieu plus tôt, en l'occurrence le 1er février 2027. Et bien, dans cette hypothèse également, on aurait une fin de fonction qui serait actée le 1er mai 2027. Donc quelque part, ce n'est pas non plus un délai, minimum à respecter, mais c'est bien un délai, une date précise qui doit être, respectée et selon laquelle on doit bien tenir compte. Toujours sur la prise de décision, mais maintenant concernant plutôt le formalisme à respecter, eh bien, il faut qu'elle prenne la forme d'un arrêté qui doit être motivé et comporter les délais et les voies de recours. Pour ce qui est des motifs, nous avons commencé un petit peu à les évoquer dans la partie d'Émilie précédemment et donc vous pouvez, potentiellement vous y référer, sur ce point. Mais ce que je peux préciser, c'est qu'il n'y il faut prendre en compte que l'autorité électorale doit pouvoir étayer justement les motifs retenus. Contrairement à la convocation pour l'entretien, là dans l'arrêté, il faut pouvoir justement, les détailler. Et ça va être notamment nécessaire en cas de contentieux. Heu, En l'occurrence, ce que nous avons précisé sur la diapositive et qui me semble, important, c'est de ne pas simplement invoquer, des motifs qui seraient par exemple la perte de confiance. Il faut pouvoir, démontrer et apporter des éléments qui viennent, étayer justement, les motifs retenus. Toujours sur le formalisme, l'arrêté doit bien être transmis et notifié à l'agent et ce, avant la date des faits, car une notification qui aurait lieu après la date des faits, est jugée illégale. Donc une fois de plus, pour s'assurer de la bonne notification à l'agent, il est fortement recommandé soit de recourir à une lettre recommandée avec accusé de réception, soit une remise en empreinte pour contre-signature. Et donc toujours, si, lettre recommandée avec accusé de réception, bien prendre en compte les délais postaux, applicables. T, eh bien, il convient de viser l'entretien, réalisé avec l'agent et l'information préalable, et à l'assemblée délibérante et au centre de gestion, au CNFPT, si elle a bien été réalisée. Et sur ce point, j'en profite pour vous préciser à nouveau qu'il y aura bien un modèle d'arrêté qui sera, mis à disposition suite au webinaire et donc qui reprendront, le modèle reprendra ces différents points. Enfin, pour terminer, sur cette partie de la procédure avec les éléments obligatoires de procédure, à respecter, eh bien, voici un petit schéma récapitulatif des principales étapes de la procédure. Nous avons pris une hypothèse qui est celle que j'ai évoquée donc précédemment avec, une élection de l'autorité territoriale qui aurait lieu le 28 mars et on aurait donc un délai de 6 mois qui s'appliquerait bien, suivant l'élection, pendant lequel la décharge ne peut avoir lieu. Donc durant cette période, si l'autorité territoriale souhaite mettre en œuvre une décharge de fonction, on va d'abord devoir commencer par, pour respecter la procédure, eh bien la réalisation de l'entretien préalable, qui aurait lieu ici le 1er juin, heu, en l'occurrence. Par la on aurait bien l'information de l'assemblée délibérante qui se ferait, à la fin de l'été. On a pris ici l'hypothèse que ça aurait lieu le 26 août. Mais dans la mesure, du coup, où cette information se réalisait le 26 août, eh bien, on part de ce point-là pour faire courir le délai, du premier jour du troisième mois que j'ai évoqué précédemment. Donc là, c'est la petite, bande en rose qui s'affiche sur la frise.
Donc on voit bien ici que, bon, il y a l'information du centre de gestion ou du CNFPT qui aurait également lieu et on voit donc que le 28 septembre, la fin du délai de 6 mois arrive, à échéance. Mais pour autant, la décharge de fonction ne peut pas avoir lieu si on respecte le délai, applicable, concernant le premier jour du troisième mois suivant, l'information de l'assemblée délibérante et donc, au vu des dates, que nous avons prises dans cet exemple, la décharge de fonction devrait avoir lieu le 1er novembre. Donc on voit qu'il y a une procédure qui est assez sur le long terme et qu'il est lieu d'anticiper, et de se projeter un peu pour voir les différentes échéances et afin de les respecter. Voilà pour ce qui est des étapes obligatoires à suivre pour mettre en œuvre la décharge de fonction. Pour en terminer sur cette partie sur la procédure, nous passons à une étape qui est, elle, facultative et il s'agit donc de la possibilité de conclure un protocole. C'est en effet l'article L 544-3 du CGFP qui précise qu'un protocole, je vais y arriver, peut être conclu entre l'autorité territoriale et l'agent concerné. Il s'agit donc bien d'une possibilité et non d'une obligation. Il est également précisé que ce protocole est conclu dans la période de 6 mois avant la décharge de fonction et ce protocole va globalement permettre d'acter le principe, beh, bien de la fin du détachement et la décharge de fonction de manière générale. Il semble donc, à notre sens, logique, même si ce n'est pas précisé par les textes, que, la mise en œuvre du protocole se fasse suite à l'entretien qui aura été réalisé, puisque justement l'agent, eh bien, va avoir l'information de de l'enclenchement de la procédure et du fait que la décharge de fonction est envisagée au cours de l'entretien et il est donc logique que le protocole, eh bien, apparaisse et soit mis en œuvre, à la suite de cet entretien. Par ailleurs, le CGFP précise un certain nombre d'éléments, concernant ce qui doit figurer dans le protocole et nous avons fait une petite liste ici, de ces différents éléments avec d'une part les missions de l'agent qui doivent y figurer, la gestion du temps de travail, les moyens mis en œuvre par l'autorité pour, permettre la mobilité de l'agent, la rémunération de l'agent durant cette période, les obligations en matière de formation et enfin, des éléments concernant la recherche d'emploi. En tant que tel, on n'a pas réellement de précision sur ce que recouvrent ces différentes notions, mais de manière, générale, ça doit pouvoir permettre à l'agent de concilier, l'exercice de ses fonctions avec justement le fait de pouvoir, heu, eh bien rechercher de nouvelles fonctions et envisager une mobilité, d'une part. Ça permet de s'accorder donc entre l'autorité territoriale et l'agent sur un certain nombre d'éléments, heu, qui qui devront donc être respectés et enfin, comme j'ai pu l'évoquer, ça peut permettre à l'autorité territoriale de respecter son obligation, envers l'agent de justement, eh bien, engager ses moyens pour, lui permettre une mobilité et une nouvelle affectation. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair sur cette partie. J'en ai terminé. Peut-être y a-t-il des questions? Morgan, oui, il y a quelques questions. La première étant, est-ce que le délai de 6 mois est aussi à respecter en cas de demande de fin de détachement de la part de l'agent? Alors, je pense que c'est Émilie qui l'a évoqué dans sa partie, mais dans l'hypothèse où on va avoir une fin de détachement sur demande de l'agent, pour moi, on va ne pas se trouver dans l'hypothèse heu, eh bien, d'une décharge de fonction et donc dès lors, les différentes les dispositions que j'ai évoquées, notamment concernant le délai de 6 mois, ne trouvent pas à s'appliquer. Il me semble que ça va être d'autres éléments de procédure et donc une fin de détachement plus classique. Ensuite, 2e question, là je pense que ça a un lien avec la prorogation. Est-ce qu'il y a donc un double délai, après les élections, donc 6 mois à la suite d'une élection et 6 mois de délai ensuite pour attendre, d'engager une procédure de décharge de fonction? D'accord, je suis pas sûr de tout à fait comprendre, mais en tant que tel, il y a bien qu'un seul délai normalement de 6 mois à respecter. Ça va être selon les 2 hypothèses que j'avais listées. D'une part, s'il y a une nouvelle nomination, heu, et bien de l'agent concerné ou une, élection ou réélection, de l'autorité territoriale. Donc a priori, en tous états de cause, il y aura, je pense, qu'un seul délai de 6 mois à respecter, à compter de ces dates-là.
de ces échéances-là et une fois qu'il est arrivé à son terme, il y aura pas a priori de second délai de 6 mois, sauf s'il y a un événement qui fait que, eh bien, une de ces 2 échéances, une de ces 2 possibilités se réalise à nouveau. Pour moi, voilà, ça peut être le seul cas de figure éventuellement et sinon on va se retrouver sur le délai évoqué précédemment concernant l'information de l'assemblée délibérante. Donc, je ne sais pas si ça répond bien à votre question, mais à mon sens, le délai de 6 mois ne va s'appliquer qu'une fois, sauf, cas exceptionnel potentiellement. Oui, on continue sur les questions. Quelles démarches sont autorisées pour rechercher un successeur dans le délai des 6 mois? Bonne question. Je ne sais plus si dans la jurisprudence en question, il y a des éléments de précision sur ce que la collectivité a entrepris concrètement. Hem, J'imagine que ce serait de se renseigner sur les différents profils ou de réfléchir tout simplement à qui pourrait prendre la suite, éventuellement de l'agent. Mais, je pense pas qu'on ait d'éléments réels de précision sur les démarches qui seraient entreprises. Je sais pas non plus à quelle démarche la personne, qui a posé la question pensait, mais, si ça pouvait être notamment passer des entretiens ou autre, faudrait peut-être regarder la jurisprudence que que nous avions évoquée, voir si c'est évoqué justement dans le contenu de l'arrêt. Mais sinon, je comme ça, j'ai pas vraiment d'éléments de précision sur ce point. Mais Mmh. en tout cas, hem, dans la mesure où on va avoir un délai de 6 mois qui va être assez long, heu, avec des délais incompressibles si je puis dire, eh bien, c'est possible d'anticiper, mais il faut aussi tenir compte que ça va être il peut y avoir un certain temps avant de pouvoir mettre en œuvre la décharge de fonction. Heu, Je me permets pour compléter ce que tu disais, Morgan, j'ai ouvert la jurisprudence du Conseil d'État de 2011 et effectivement, là, dans le cas d'espèce, la commune, elle avait lancé un appel à candidature pour, le recrutement sur l'emploi fonctionnel avant, la fin du détachement et le juge dit, je cite: «Cette circonstance n'est pas de nature à rendre irrégulière la procédure suivie au regard des dispositions précitées de l'article 53». Donc l'article 53, c'est l'ancien article de la loi de 84 sur la décharge de fonction. Donc là, c'était concrètement, pour répondre à la question, la commune avait, fait la publicité de l'offre d'emploi. Très bien. Oui, donc dans ce cas, effectivement, merci de la précision, Émilie. Il y a, possibilité de lancer vraiment la procédure, mais bien prendre en compte qu'il y a ces délais incompressibles à respecter et que donc le successeur de l'agent, qui serait déchargé, eh bien, ne pourrait pas être recruté dans l'immédiat. Merci. Alors, je ne sais pas si, il reste encore des personnes qui voulaient poser des questions. Hem, il y a encore une question, dans le cadre qui prendrait fin, à la fin de l'année, je pense qu'on y a déjà répondu au début, des diapositives. Est-ce qu'il s'agit d'une décharge de fonction ou une fin de détachement, classique? Alors je suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Hem, c'est dans l'hypothèse où le détachement irait jusqu'à son terme, c'est ça? Ou si ça avait lieu au Alors je ne sais pas si la personne qui a posé les questions, a des précisions à apporter. Je pense que c'est dans le cas ou si le détachement, prendrait fin à son terme, normal. Bah, ça dépend au final si c'est l'autorité territoriale ou l'agent qui oui, c'est ça, met ça va être fin, les 2 hypothèses à prendre en compte avec le fait que dans une hypothèse, une fois de plus, on aura effectivement si c'est sur, du fait de l'autorité territoriale, eh bien la décharge de fonction a priori, selon le fait que ça arrive au terme ou non du détachement comme Émilie l'avait précisé et si c'est du fait de l'agent, une fois de plus, eh bien on ne sera pas sur la procédure de décharge de fonction. en effet. Je sais pas s'il y a encore quelques personnes qui voudraient poser des questions, sinon je pense qu'on va pouvoir passer, à la dernière partie. Bon.
Pas de nouvelles questions, je pense qu'on pourra, continuer. Bon, très bien. Si il y a une petite dernière question vient d'apparaître, mais je ne sais pas du coup si on prend le temps d'y répondre ou pas, peut-être rapidement. J'ai l'impression que c'était concernant le recrutement d'un DGS par intérim sur un autre, support poste. Donc ce serait plutôt sur l'hypothèse du recrutement en tant que tel de l'agent, si je comprends bien. Peut-être qu'on pourra se permettre d'y répondre ultérieurement, mais là, dans la mesure où effectivement la le sujet porte bien sur la décharge de fonction, en tout cas, on note bien votre question et puis comme ça, on pourra y répondre ultérieurement, si c'est bien plutôt sur le recrutement, en l'occurrence, que votre question portait. Hem, Très bien et puis du coup, bah, je te passe la main pour la partie suivante. Merci. Donc, on peut débuter cette troisième et dernière partie sur les conséquences de la décharge de fonction sur, la situation de l'agent. Donc on va, commencer, tout d'abord, par préciser que les modalités, que nous allons détailler, ensuite ne concernent, que les agents, de la fonction publique, territoriale. D'autres modalités s'appliquent pour les agents qui relèvent plutôt de la fonction publique d'État ou la fonction publique, hospitalière. Ils ont des dispositions, statutaires qui leur sont propres. Donc, il y aura beaucoup de schémas dans cette partie pour, tenter de vous expliquer au mieux, les conséquences de la décharge de fonction et on commence, tout d'abord, il y a 2 cas de figure, envisageables. C'est, dans le cas où soit, au cours de la décharge de fonction et des conséquences, s'il existe ou non un emploi vacant, dans la collectivité d'origine de l'agent. Si oui, il y a une obligation de réintégration, de la part de la collectivité sur ce poste qui correspond au grade de l'agent. L'agent peut refuser, cette réintégration, mais dans ce cas-là, il sera placé en disponibilité d'office. Ensuite, autre cas, s'il n'y a pas, d'emploi vacant pour réintégrer, l'agent, il y a un droit d'option, dont l'agent peut bénéficier. Donc il y a 4 solutions possibles que nous allons détailler ensuite. La première étant le reclassement. La deuxième est la demande du fonctionnaire d'être pris en charge directement sans période de reclassement ni période de surnombre. Troisième solution, un congé spécial et enfin, le fonctionnaire a également la possibilité de demander une indemnité de licenciement. Si, l'agent n'utilise pas, son droit d'option, il est réintégré selon les dispositions, de droit commun, classiques. Second schéma, dans le cas où, là on est dans le premier cas de figure, dans le cas où il y a un poste vacant dans la collectivité, il faut bien distinguer, de la situation est détaché hors de son administration, d'origine et la situation selon laquelle l'agent est détaché dans l'administration dans laquelle il occupait son emploi précédent. S'il est détaché, hors de son administration, il doit réintégrer, la collectivité, d'origine. Donc là, il y a en fonction de l'une ou l'autre des situations, il y a, 1 ou 2 collectivités. Donc en cas de poste vacant dans la collectivité d'origine, il existe une obligation de réintégration de l'agent sur un emploi s'il existe un emploi vacant qui correspond à son grade. Donc c'est, la jurisprudence, qui est venue, préciser, cette obligation. Pas de possibilité d'invoquer la spécialisation du poste, à partir du moment où cela, correspond au grade de l'agent. L'agent peut donc, comme je l'ai dit, décider de refuser l'emploi qui lui est proposé, mais dans ce cas-là, il est placé en disponibilité d'office dans l'attente d'une prochaine vacance d'emploi. Et enfin, l'employeur n'est pas tenu de proposer à l'agent un emploi de niveau, comparable en termes de responsabilité ou d'encadrement et il n'est pas non plus tenu de lui proposer, à nouveau, un second emploi, fonctionnel. Toujours sur cas de figure où il y a un emploi vacant et le juge est venu, préciser qu'un emploi occupé par un agent contractuel
est considéré comme vacant par le juge, donc c'est une jurisprudence du Conseil d'État de 1990. Il existe donc une certaine priorité du fonctionnaire titulaire à être réintégré, sur un emploi considéré donc comme vacant. La jurisprudence donc, du Conseil d'État de 2020 est venue préciser les dates à laquelle les emplois vacants, doivent être pris en compte. Donc dans le cas où un agent est détaché sur un emploi, fonctionnel, relevant de sa collectivité, d'origine, les emplois, vacants sont pris en compte à partir de la date à laquelle la collectivité informe son organe délibérant. Au contraire, si l'agent est détaché sur un emploi fonctionnel, hors de son administration d'origine, les emplois, vacants pris en compte sont ceux à compter de la date à laquelle la collectivité d'accueil informe la collectivité d'origine de la fin du détachement de l'agent. Point de vigilance, l'emploi vacant proposé à l'agent ne doit pas être un emploi fictif. Donc il y a plusieurs jurisprudences qui sont venues préciser, ce cas de figure. C'est-à-dire un emploi fictif, c'est un emploi ou qui serait dénué de consistance ou créé uniquement dans l'intérêt de réintégrer l'agent, qui, ne correspondrait pas aux missions de son grade, ou autre. Ça peut être considéré comme du harcèlement moral, donc c'est une jurisprudence de 2020 qui est venue, admettre ce cas de figure et c'est aussi, le même, raisonnement pour une suppression de poste qui interviendrait, quelques mois ou quelques semaines avant la réintégration de l'agent. Il faut bien faire attention qu'une suppression de poste soit, se fonde sur l'intérêt, du service et non, dans le seul but d'évincer, l'agent. Donc un risque que ce soit considéré comme un détournement de pouvoir si la suppression de poste ne correspond pas à l'intérêt enfin ne répond pas à un intérêt du service. Donc deuxième e cas de figure en cas d'absence d'emploi vacant dans la collectivité. Donc s'il n'y a pas d'emploi vacant, c'est la collectivité d'accueil qui assume, la charge financière des solutions proposées à l'agent. Donc comme je vous l'indiquais précédemment, il y a 4 solutions, qui peuvent être proposées à l'agent, enfin qui sont proposées à l'agent. Soit un reclassement, soit une prise en charge sans période de reclassement ni période de surnombre, donc prise en charge directe, soit un congé spécial, soit le versement d'une indemnité de licenciement. C'est pourquoi on vous conseille de bien informer l'agent sur les 4 options qui lui sont proposées et ça peut notamment avoir lieu pendant l'entretien préalable. Et également demander à l'agent de formuler son choix par écrit, qu'il notifie, à la collectivité afin de garder, une trace des échanges et du choix, de l'agent. Donc première re solution possible, le reclassement et le maintien en surnombre. Donc l'agent peut demander à bénéficier d'un surnombre pendant 1 an. Donc c'est le code général de la fonction publique qui vient préciser, ce dispositif. La collectivité d'accueil cherche donc, un emploi vacant qui correspond au grade de l'agent et elle examine aussi les possibilités de détachement ou d'intégration directe dans l'un des versants de la fonction publique. C'est pourquoi il est nécessaire de saisir, la bourse, de l'emploi du centre de gestion pour les agents de catégorie A, hem, afin de bien respecter cette obligation de recherche d'emploi. Pendant cette période de surnombre, l'agent, il est maintenu dans les effectifs de la collectivité qui a mis fin au détachement et c'est également celle-ci qui rémunère l'agent. Donc il, perçoit une rémunération qui correspond à son grade d'origine, donc traitement indiciaire, SFT, indemnité de résidence et il ne bénéficie pas du régime indemnitaire sauf si, il réalise des missions, ponctuelles, pendant cette période de surnombre. L'agent est placé en position d'activité, donc il est soumis, aux droits et obligations, liés à son statut de fonctionnaire. Donc, au terme de cette année de surnombre, si l'agent ne bénéficie pas d'un reclassement, il est pris en charge donc soit par le CNFPT pour les catégories, A+, soit par le centre de gestion pour les catégories A. Et comme je vous l'indiquais, l'agent peut également faire le choix, de bénéficier de cette prise en charge, directement, à la fin de son détachement.
Donc pendant cette période de prise en charge, donc soit par le CNFPT, soit par, le centre de gestion, la le 1er élément à retenir, c'est qu'il y a l'élaboration d'un projet, personnalisé entre le fonctionnaire et la structure, de prise en charge. Ce projet a notamment pour but de faciliter le retour à l'emploi, de l'agent, de prévoir, des actions de formation ou d'évaluation, pour lesquelles l'agent a un accès, prioritaire. Pendant cette période, la structure de prise en charge propose à l'agent, tout emploi qui corresponde à son grade. En contrepartie, l'agent doit faire état aussi également de ses recherches actives d'emploi tous les 6 mois et les offres que la structure peut proposer à l'agent doivent être fermes et précises, donc avec tous les éléments, de rémunération, de mission ou encore de conditions de travail. Il y a une jurisprudence de la cour administrative d'appel de Bordeaux de 2012, qui indique bien que c'est une obligation de moyens qui incombe à la structure de prise en charge et non une obligation de résultat. Donc si, la structure a proposé, là en l'occurrence, elle avait proposé plus de 90 offres d'emploi à l'agent, lui avait confié une dizaine de missions, il n'y a pas eu de manquement, à l'obligation de suivi, de l'agent. Pendant cette prise en charge, l'agent, il est également soumis aux droits et obligations liés à son statut de fonctionnaire. Il y a une possibilité, d'avancement de grade et de promotion interne, qui est indiquée, par le code général de la fonction publique. C'est la structure qui, exerce à l'égard de l'agent, toutes les prérogatives, qui sont normalement incombent à l'autorité, territoriale. La rémunération, elle est versée donc par le CNFPT ou par le CDG. Cette rémunération correspond à l'indice de l'agent détenu dans son grade d'origine. Pas de régime indemnitaire non plus, sauf si l'agent, exerce des missions, ponctuelles et il y a une dégressivité de la rémunération, donc qui est réduit de 10 chaque année. Donc pour rappel, la collectivité qui met fin au détachement de l'agent verse une contribution financière, donc au CNFPT ou au centre de gestion et cette contribution est notamment encadrée, par les articles L 542-25 et suivants du code général de la fonction publique. Le montant dépend si la collectivité est affiliée ou non, à la structure. Donc autre schéma pour vous expliquer au mieux, les différentes situations de fin de cette, prise en charge. Donc il y en a 6. La première et la plus classique, c'est lorsque l'agent retrouve un nouvel emploi. Ensuite, une fin de prise en charge qui peut être à l'initiative de la structure si l'agent, grave et répété à ses obligations, de suivi. Dans ce cas-là, il est soit licencié, soit admis à la retraite, avec des ARE possibles. Troisième situation de fin de prise en charge, c'est lorsque l'agent demande un congé spécial, donc j'aurai l'occasion d'en parler, plus tard. Quatrième e situation, lorsque l'agent remplit les conditions pour avoir une retraite à taux plein. Ensuite, il est également, possible de mettre fin à la prise en charge si l'agent refuse 3 offres d'emploi. Donc dans ce cas-là, il est soit licencié, soit admis à la retraite, avec également versement des ARE qui sont possibles. Et dernière, situation de fin de prise en charge, lorsque tout simplement on arrive au terme de la prise en charge financière. Donc là également, l'agent est soit licencié, soit admis à la retraite avec, versement des ARE possibles. Donc on passe à la troisième solution que l'agent peut choisir, donc c'est le congé, spécial. Donc ce congé spécial, il peut être demandé par l'agent, à la fin, du détachement, anticipé ou en cas de non-renouvellement du détachement. Ce congé, il est encadré par, les articles, du code général de la fonction publique, que vous pouvez, voir sur cette diapositive ou, et également pardon, par le décret, 88-614, du 6 mai 1988.
Donc le congé spécial, il est accordé de droit à l'agent, qui en fait la demande, suite, à la fin de son détachement, sur son emploi fonctionnel. Et il est accordé aux agents, qui occupent un emploi fonctionnel en position de détachement. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être accordé aux agents qui sont, fonctionnaires, qui sont recrutés par contrat alors qu'ils sont en position de disponibilité dans leur collectivité d'origine. Donc le congé spécial est accordé, à la demande de l'agent qui, fait sa demande auprès de la collectivité, dans laquelle il occupait l'emploi fonctionnel. Et la demande, donc comme je l'indiquais, elle peut être soit demandée, à la fin du détachement, soit au cours, de la prise en charge, par le CNFPT ou par le centre de gestion. Donc il y a 2 conditions qui sont cumulatives et obligatoires pour bénéficier de ce congé spécial. Il faut avoir déjà, effectué au moins 20 ans de service civil et militaire valable pour le calcul de ses droits à pension. Et être à moins de 5 ans de son âge d'ouverture du droit à une pension de retraite. Donc les 2 sont cumulatifs et obligatoires. Ce congé, il est accordé pour une durée, maximale de 5 ans. C'est la collectivité qui a nommé l'agent, dans son emploi fonctionnel qui l'accorde. Et il y a une obligation d'accorder ce congé, quand bien même la collectivité d'origine n'aurait pas respecté son obligation de réintégration. Donc cette jurisprudence, de la cour administrative d'appel de Versailles du 2 juillet 2020 qui vient préciser cette notion et qui renforce le caractère, de droit, du congé. Pendant, le congé spécial, il y a, une rémunération versée à l'agent. Si le fonctionnaire exerce une activité en parallèle, une activité rémunérée en parallèle, sa rémunération, liée au congé spécial, elle est réduite, dans les conditions fixées par le décret, 88-614. Si l'agent n'exerce pas d'activité, rémunérée en parallèle, il perçoit, l'intégralité de son traitement indiciaire, SFT et indemnité de résidence. Donc la rémunération, elle est versée, par la collectivité, au sein de laquelle l'agent occupait l'emploi fonctionnel et elle est déterminée par rapport au grade et à l'échelon que l'agent occupait, dans son cadre d'emploi d'origine à la date de sa mise en congé et non par l'indice qu'il détenait dans son emploi fonctionnel. Donc ça, c'est une réponse ministérielle du 7 juin, 2016 et également un arrêt du Conseil d'État, du 18 juillet 2025 qui vient préciser, cette subtilité. Alors le congé spécial, ça induit une position, particulière pour l'agent, c'est-à-dire qu'il n'est pas en position d'activité en tant que tel, donc il perd la qualité d'électeur notamment à la CAP, mais il conserve un lien avec le service, donc évolutions indiciaires, qui sont liées à son traitement, échelon, classe et grade qu'il détenait à la date de sa mise en congé et il est soumis aux obligations, et aux droits, du statut des fonctionnaires. Donc c'est-à-dire qu'il pourrait même faire l'objet d'une procédure disciplinaire. Donc bien sûr les sanctions, envisageables sont uniquement celles compatibles avec sa position, donc soit retrait d'office, soit révocation, mais c'est possible. La fin du congé, spécial, il y a 2 cas de figure possibles. Lorsque l'agent tout simplement arrive au terme des 5 ans, donc qui est la durée maximale du congé spécial, donc il est admis à la retraite d'office, soit pendant les 5 ans, lorsque soit il atteint la limite d'âge, soit il réunit les conditions pour avoir la liquidation de ses droits à taux plein. Ensuite, dernière solution que l'agent peut choisir, c'est, de percevoir une indemnité de licenciement. Alors ce n'est pas un licenciement en tant que tel, c'est plutôt une radiation des cadres avec versement d'une indemnité. Le fonctionnaire qui fait ce choix rompt tout lien avec la fonction publique, territoriale et est donc radié des cadres. Donc là, on vous a mis un schéma pour, vous expliquer au mieux au niveau de la temporalité, de cette indemnité. Puisque le fonctionnaire doit formuler sa demande,
dans un délai d'1 mois à compter du dernier jour du mois au cours duquel la décision lui a été notifiée. Et il peut recevoir, donc i cette indemnité lui est versée dans les 3 mois à compter du jour où le fonctionnaire en a fait la demande. Donc par exemple, dans le cadre d'un arrêté de décharge de fonction qui serait notifié, le 12 octobre 2026 à l'agent, il peut faire sa demande, de versement de cette indemnité le plus tard le 30 novembre 2026 et le versement sera réalisé au plus tard le 28 février 2027. Donc le montant de l'indemnité, elle est, précisée par, le code général de la fonction publique, enfin je veux dire les conditions selon laquelle, on la calcule. C'est selon le traitement perçu par l'agent et son ancienneté. Le fonctionnaire qui fait ce choix, n'est pas considéré comme étant involontairement privé d'emploi et il ne bénéficie pas donc du versement des allocations chômage. Donc ça a été, précisé à la fois, par le décret, 2020-741 et à la fois par un arrêt du Conseil d'État du 6 novembre, 2000. Concernant donc là, c'est des, des effets, communs, au cas de à tous les cas dont je viens de vous mentionner. L'agent qui est déchargé de ses fonctions, il perd le bénéfice des éléments de rémunération qui sont liés à ses fonctions, notamment NBI, prime de responsabilité et avantages en nature, liés à ses fonctions et donc éventuellement une partie de son régime indemnitaire. Donc on en a fini avec cette partie sur les conséquences de la décharge de fonction. Je ne sais pas si vous avez des questions? Il y a eu quelques questions effectivement. Alors il y en avait une première qui concernait, me semble-t-il, toujours les modalités de recrutement sur, les emplois fonctionnels. Bon, ça a été évoqué assez rapidement par Émilie au début de la présentation. Puis on va peut-être pas revenir dessus en détail, mais effectivement, c'était sur le fait qu'un agent doit toujours être détaché ou non pour être DGS ou DGA. Mais effectivement, il y a d'autres possibilités que le détachement avec, des modalités de recrutement. Mmh. Et d'ailleurs, on va normalement revenir dessus dans notre prochain Juridico où il y aura un article sur ces éléments et les possibilités de recrutement, si ça vous intéresse. Et vous les retrouverez, elles ont été évoquées rapidement au début de la présentation dans le support, qui vous sera transmis. Ensuite, on avait une autre question qui portait sur le fait de savoir s'il y a des protections particulières pour les fonctionnaires détachés, qui partiraient à la retraite, prochainement. C'est une hypothèse qui me semble que tu as évoquée, l'hypothèse des agents qui auront une retraite, bientôt. Mais voilà, c'était sur le fait de savoir s'il y aurait des protections particulières, pour ces agents. Dans le cas du coup d'une décharge de C'est ça, fonction je qui aurait pense. lieu à quelque ouais. Hem, là faire, je crois pas qu'il y ait vraiment de protection particulière. Heu, Après l'agent, il a toujours, la possibilité de demander un congé spécial jusqu'à, temps d'avoir de bénéficier d'une pension de retraite à taux plein. Heu, à ce s enfin, sauf erreur de ma part, je pense pas qu'il y ait de protection particulière à l'égard des agents qui partiraient bientôt à la retraite. Très bien. Heu, une autre question sur le surnombre, l'année en surnombre, hem, avec une personne qui demandait si la collectivité d'origine continue bien de rémunérer l'agent via le CDG ou le CNFPT. Donc en somme, comment est-ce que se fait la rémunération de l'agent, au terme de l'année en surnombre? Donc pendant la prise en charge, Je pense que c'est ça. pendant cette prise en charge, donc la rémunération, elle est versée soit par le CNFPT, soit par le centre de gestion et pour compenser cette rémunération, versée par la structure, il y a une contribution financière que la collectivité, verse, à la structure et au niveau des conditions de enfin des modalités du versement de ces contributions financières, elles sont prévues par les dispositions juridiques que vous pouvez voir ici sur cette diapo, donc c'est les articles L 542-25
et suivant du code général de la fonction publique. Donc il y a pas en tant que tel une rémunération, quand on est vraiment sur une prise en charge, c'est plutôt, la contribution financière à la structure qui fait, qui est mise en œuvre. Très bien. On avait ensuite des questions sur le congé spécial, avec une question encore sur la question de la rémunération, durant le congé spécial et savoir qui rémunérait l'agent pendant le congé spécial. Alors, de mémoire, c'est la collectivité qui a mis fin, hem, au détachement de l'agent sur son emploi fonctionnel, qui rémunère l'agent, pendant son congé spécial. Donc là, enfin, sur cette diapositive-là, vous avez l'article qui est mentionné du décret. Donc c'est la collectivité, dans laquelle l'agent occupait son emploi fonctionnel, précédemment. Toujours sur le congé spécial, il y avait une autre question avec une personne qui disait, justement que, il y avait a priori une potentielle réforme sur le congé spécial qui arriverait prochainement et donc elle demandait si on avait des informations supplémentaires sur ce point. Effectivement, il y a, me semble-t-il, un projet de loi qui doit être assez, qui doit porter sur différents points, qui doit être un peu de simplification d'un certain nombre de normes, locales et il me semble que c'est dans ce projet de loi qu'il y a potentiellement des éléments sur ce congé, avec potentiellement une future, suppression ou une évolution du congé, visiblement. Mais en tant que tel, il y a encore, je sais plus où exactement où en est le texte, mais je crois qu'il y a encore les débats parlementaires qui doivent avoir lieu et cetera. Donc, ça ne doit pas être un texte qui est figé pour le moment et je crois pas qu'on ait beaucoup plus, d'informations, en tout cas à ma connaissance, sur le contenu, des dispositions là-dessus. Mmh. Oui, je suis d'accord, on n'a pas, plus d'éléments, que ça sur ce projet de loi, oui. Et je regarde, il y a une dernière question qui est arrivée, qui porte sur les 20 ans de service minimum pour bénéficier du congé spécial. La personne demandait si ça doit être des services publics et ou privés. Alors là, il faudrait prendre le temps de relire, l'article 6 du décret 88-614. J'ai pas la précision en tête. Hem, Faudrait voir exactement comment est rédigé l'article. Je voudrais pas dire de bêtises non plus. Hem, donc là, on pourrait vérifier et éventuellement, vous refaire une réponse, ultérieurement. Mais, là, moi, à mon niveau, je j'ai pas connaissance de ces éléments. Je vais essayer de regarder rapidement la formulation de l'article, effectivement. J'ai pas l'impression que ce soit que ce soit précisé concrètement dans Mmh. l'article. Hem, Ce serait peut-être quelque chose à effectivement à rechercher ou à repréciser. Mmh. Y a-t-il eu d'autres questions? Oui, il y a une nouvelle question qui est arrivée. Hem, une personne qui se demande si, un agent qui serait à 6 ans de la retraite peut demander à être en surnombre pendant 1 an, j'imagine, puis demander le congé spécial l'année suivante. En soi, il pourrait pas faire de demande d'être en surnombre, parce que ça le surnombre intervient après, une demande de reclassement. Par contre, ce qui peut être envisageable, c'est de demander une prise en charge directe, par le CNFPT ou par le CDG et sachant qu'il y a toujours possibilité de faire une demande de congé spécial, pendant, cette période de prise en charge. Très bien.
J'attends 1 ou 2 secondes, voir s'il y a éventuellement une dernière question. Mais sinon, effectivement, on pourra en terminer avec cette présentation. Ouais, effectivement, j'ai pas l'impression qu'il y ait de nouvelles questions. Bien, dans ce cas, on vous propose de clôturer ce webinaire ici. On vous remercie vivement de votre participation et de vos questions. Un questionnaire de satisfaction va vous être automatiquement envoyé si vous voulez bien prendre le temps de répondre en quelques minutes aux questions. C'est assez précieux pour nous d'avoir vos retours. Normalement, vous allez recevoir par mail le support de présentation dans les minutes qui vont suivre la fin de ce webinaire. À noter également que d'ici la fin du mois, vous allez pouvoir trouver sur notre site internet un dossier RH dédié à la décharge de fonction. Donc dans ce dossier RH, vous allez retrouver le replay de ce webinaire, le support de la formation si vous avez perdu le mail, ainsi qu'une fiche statut sur la procédure de décharge, un modèle de courrier de convocation à l'entretien, un modèle d'arrêté de décharge et la foire aux questions pour apporter des réponses pardon, aux questions que vous nous avez posées lors de ce webinaire. Pour celles et ceux qui le souhaitent, on vous propose de poursuivre la session là, avec les 16-15 dernières minutes qui nous restent avec un petit quiz pour tester les différents points qu'on a vus, qu'on vient de voir ensemble. Et puis pour celles et ceux qui ne peuvent pas rester avec nous, à nouveau merci et puis on vous dit à bientôt.